Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseaux. J'espère que vous profitez bien du printemps. Je sais que dans plusieurs parties du Québec, le temps chaud tarde un petit peu à s'installer et avec le temps chaud, devrait normalement arriver enfin les grands groupes de parulines. Pour ma part, d'ailleurs, une récente sortie entre Trois-Rivières et Québec au refuge Léon Provencher sur la rive nord du fleuve m'a donné des parulines pas mal au compte-gouttes, donc on voit que les grands groupes sont pas arrivés, à l'exception évidemment de la paruline à coupion jaune qui ne semble jamais trop dérangée par le temps plus froid. Évidemment, il n'en reste pas moins que l'année a déjà apporté son lot de raretés au Québec, que ce soit un pluvier fauve, un pluvier doré, un ibis blanc qui s'est promené sur la côte nord, un autre le long du Richelieu, une paruline du Kentucky. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est certainement pas fini. Et les prochaines raretés découvertes vont l'être, on l'espère, par beau temps, par 20 degrés, soleil. On se croise les doigts. L'épisode d'aujourd'hui ne porte par contre vraiment pas sur les espèces rares au Québec, mais au contraire sur les espèces d'oiseaux abondantes et même en fait surabondantes. Je me suis entretenu avec Claude Lavoie, biologiste et professeur à l'Université Laval, qui fait paraître un livre fascinant sur les espèces invasives et surabondantes où il fait le portrait de 5 de nos oiseaux. Bon épisode! Alors, je rejoins à Québec M. Claude Lavoie. Vous êtes professeur à l'Université Laval et vous venez tout juste de faire paraître aux publications du Québec Animaux envahissants ou surabondants, le défi de la cohabitation. Premièrement, M. Lavoie, merci beaucoup de prendre le temps, comme ça, en fin de session, de nous parler aujourd'hui de ce livre-là. Avec plaisir. Ma première question, en fait, ça serait de comprendre quel processus vous a porté à vouloir parler des animaux envahissants dans un livre. Je sais que vous avez publié des livres sur les plantes envahissantes. J'ai l'impression que ça, c'était vraiment dans vos sujets de recherche comme professeur d'université. Alors, qu'est-ce qui vous a mené vers les animaux en troisième lieu? Je crois que c'est votre troisième livre, si je ne me trompe pas. C'est même mon cinquième, mais c'est mon troisième de nature. Oui, mais c'est mon troisième de nature plus encyclopédique. Alors, je suis un spécialiste des espèces envahissantes, surtout des plantes. C'est ma formation de base. Mais après avoir fait paraître 2 ouvrages aux publications du Québec qui regroupent ensemble à peu près 90 espèces, plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais intéressé à faire un 3e volume. Moi, je répondais que j'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée de parler des marguerites parce qu'on en serait rendu là. Mais en revanche, il y avait beaucoup à dire sur les espèces animales envahissantes. Oui. Alors, je suis pas un spécialiste, évidemment, des espèces animales. Alors, c'est pourquoi, pour rédiger cet ouvrage, je me suis entouré d'une équipe de collaborateurs, de rédacteurs adjoints, dont un spécialiste des oiseaux, Marc-André Villard, qui m'ont aidé tous ensemble à rédiger cet ouvrage, à me conseiller, à m'orienter vers les bonnes personnes pour donner l'information la plus juste possible sur ces espèces. Et donc, dans le titre, on lit les espèces envahissantes ou surabondantes. Et lorsqu'on lit le livre, on comprend qu'il y a quand même des nuances à apporter pour essayer de comprendre. On peut tout de suite nommer les oiseaux qui ont été choisis. En fait, il y a 5 espèces par groupe, et donc il y a 5 oiseaux qui ont été choisis. Les tourneaux sansonnets, le dindon sauvage, le goéland à bec cerclé, la bernache du Canada et le cormoran à aigrette. Comment vous définissez une espèce envahissante, une espèce surabondante? Quelle nuance il y a à apporter lorsqu'on regarde toutes les espèces qui se trouvent dans le livre, puis particulièrement, évidemment, les espèces d'oiseaux dont on parle? Donc, dans les 5 oiseaux, la seule qui est vraiment exotique et envahissante, du moins à l'échelle nord-américaine, c'est les tourneaux sansonnets. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça à l'échelle nord-américaine, du moins dans le nord-est de l'Amérique du Nord. On pourrait penser aux moineaux domestiques ou aux pigeons bisets, par exemple. Mais pour les autres espèces que j'ai décidé de sélectionner, c'est plutôt des espèces indigènes qui sont devenues surabondantes. Ce sont des espèces qui ont frôlé l'extinction quand même. Le dindon, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Là. Il y a peut-être plusieurs millions de spécimens à l'heure actuelle dans le nord-est, dans l'est de l'Amérique du Nord, mais à une certaine époque, il en restait peut-être à peu près 30 000. Pour ce qui est des cormorans, les populations avaient été réduites à leur plus simple expression
au début du 20e siècle, et pendant la première moitié du 20e siècle, parce que les oiseaux avaient été beaucoup chassés dans leurs colonies au départ, et ensuite parce que les oiseaux avaient été victimes des pesticides, particulièrement du DDT, qui avait aminci la coquille des œufs, ce qui fait en sorte que ces oiseaux-là avaient de la difficulté à se reproduire. Les goélands, les populations de goélands avaient beaucoup été décimées à la fin du 19e siècle parce qu'on recherchait leurs ailes pour former les chapeaux. Donc, on rentrait dans les colonies et on tuait les individus par centaines. Et enfin, les bernaches, même les bernaches aussi avaient été... Aujourd'hui, elles sont très abondantes, notamment en ville, où là, elles causent des problèmes. Mais au tournant du 20e siècle, les populations de bernaches n'étaient pas particulièrement en santé parce que leur habitat avait beaucoup été détruit. Donc, ce sont des espèces qui ont rebondi de façon spectaculaire, ce dont on peut se réjouir, mais qui, parfois, en trop grande abondance, cause des problèmes. Oui, en fait, je vous dirais que moi, sans hésiter, une des choses que j'ai trouvées les plus fascinantes dans les comptes rendus, c'est la portion historique, c'est-à-dire que nous, évidemment, on a un regard qui est forcément centré sur les 20-30 dernières années, ce que nous, on connaît, et la situation, à quel point c'est dynamique finalement, les populations d'oiseaux, puis comment c'était au début du 20e siècle, par exemple. C'est des choses il y a plusieurs éléments que moi j'ignorais complètement, ou en fait, j'avais pas une idée claire des courbes, de comment ça montait, descendu pour certaines espèces. Puis ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. On voit que finalement, ce qu'on prend pour des choses qui sont presque acquises aujourd'hui, il ne faut pas les prendre pour acquises. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Oui, et en revanche, on peut se réjouir que si on leur donne l'opportunité, ces espèces-là, peut-être pas toutes, mais certaines de ces espèces sont capables de rebondir. Mais encore faut-il justement leur donner un peu de corde pour qu'ils puissent éventuellement reconstituer leurs effectifs. Alors, je me suis posé la question en lisant ça. Comment est-ce que vous définissez surabondant? Donc là, on parle évidemment des bernaches, tous les oiseaux qui sont là. Tout le monde au Québec a une idée quand même nette que ce sont des oiseaux qui sont à tout le moins abondants. Évidemment, il y a plein d'autres oiseaux au Québec qui sont abondants. On pense la mésange à tête noire, le merle d'Amérique, le carouget épaulette. Donc, c'est des oiseaux, par exemple, qu'on rencontre fréquemment. Alors, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'un oiseau est surabondant ou comment est-ce que vous avez fait ce choix-là, finalement, pour ces espèces qui sont indigènes? Évidemment, les tourneaux, c'est un cas à part puisque c'est une espèce exotique. Ah, ben ça, c'est moins évident. Ma définition d'espèce surabondante, c'est une espèce qui est indigène, d'abord, et dont l'effectif de la population en nombre ou en densité est largement supérieur à ce qui serait normalement attendu chez cette espèce dans une région, exemple, d'influence humaine. Bon, mais ça, on s'entend que c'est quand même relativement subjectif, Oui. parce qu'encore faut-il savoir combien il y en avait au départ, oui. avant l'arrivée des colons européens, et même là, il y avait quand même des humains sur le territoire. Oui, qui avaient une influence. Autochtones, effectivement. Et en quel point les effectifs actuels sont supérieurs ou du moins équivalents à ce qu'ils étaient avant l'arrivée des colons européens, ben, c'est matière à débat. Chose certaine, dans les 4 cas de figure que j'ai sélectionnés pour ce livre, donc le goéland bec cerclé, le cormoran, le dindon et les bernaches, parce qu'il y en a quand même, il y a plusieurs espèces de bernaches aussi, ben, ce sont des espèces qui, localement, du moins, peuvent engendrer des nuisances. Oui. Pour la bernache, c'est surtout en ville. Pour les dindons, c'est surtout pour les producteurs agricoles, mais ce qui est uniquement une affaire de perception, puis c'est pas vraiment un problème dans les faits, il suffit de le documenter. C'est sûr qu'on va y revenir sur cette question. Oui, sûrement. Pour les cormorans, ben encore là, la perception, c'est que c'est un animal de glouton qui décime les populations de pêcheurs sportifs, ce qui est très discutable. Et enfin, pour ce qui est des goélands, le goéland, lui, peut constituer une certaine forme de nuisance en termes de bruit, notamment lorsque les populations, les colonies sont situées près des lieux habités. On est en partie aussi responsable de cette situation, notamment en leur donnant accès à des dépotoirs pleins de matières résiduelles qu'on pourrait valoriser autrement. Bref, oui, on ne peut pas nier que ces oiseaux-là causent des problèmes, en ville en particulier, mais on est aussi à partie responsable de ces problèmes. Il faut quand même le reconnaître. Quand vous parlez de surabondance, c'est-à-dire que la seule espèce dont il semblerait qu'elle n'était pas présente au Québec, du moins à l'arrivée des colons, c'est le dindon sauvage. C'est-à-dire que là, l'abondance du dindon au Québec serait en partie liée à la présence de l'homme, donc des milieux partiellement modifiés, des terres agricoles, des choses comme ça. Mais, et donc,
au moins pour cette espèce-là, on sait que la population est possiblement pas à un niveau qui était son niveau avant la colonisation. Pour les autres cas, finalement, on n'a pas d'indices, on n'a pas d'informations claires. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ont été laissés de côté, que vous aviez considérés dans le livre? Est-ce que vous êtes parti avec une liste un peu plus longue, puis que vous avez réduite éventuellement? Est-ce qu'il y a d'autres oiseaux qui ont pas fait la cote, si on veut? Ben oui, puis ils sont déjà d'ailleurs envisagés pour un éventuel volume 2 là, qui est en gestation. Ah! Alors, ces oiseaux-là, ben, il y en a 4. Ben, le pigeon biset, évidemment, est une espèce Ah oui. intéressante. Mais là, le pigeon, c'est présent depuis le 17e siècle. Là. Donc, faut pas... Oh! Et c'est une certaine nuisance en ville, notamment pour les bâtiments à cause des fientes, etc. Oui, pour les statues. C'est ça. Le moineau domestique. Les moineaux domestiques, bon, ça, c'est pas un gros problème en soi, mais c'était considéré comme un gros problème. Le moineau, sa tête était mise à prix là, au début du 20e siècle. Là. On voulait vraiment se débarrasser de cette espèce-là, alors qu'aujourd'hui, les populations sont plutôt en déclin. À l'heure actuelle, il y a aussi le fait de la grue du Canada. Oui, j'ai pensé à ça. Dont les effectifs est en augmentation et là, qui commence à embêter les producteurs agricoles. Les producteurs agricoles ont souvent la mèche courte par rapport à ces oiseaux envahissants, parfois avec raison. Mais bon, il faut aussi relativiser l'effet. Et enfin, le roselin familier. Ça, c'est un cas intéressant. C'est pas un oiseau nuisible, mais c'est un oiseau qui a été introduit, du moins jusqu'à un certain point, et qui a subi des problèmes, notamment à cause d'une infection par les champignons. Et c'est là qu'on peut constater que c'est pas parce qu'un oiseau ou toute autre espèce par ailleurs est introduite que forcément elle va aboutir à une invasion et forcément elle va aboutir à des problèmes. Il y a des espèces chez les plantes comme chez les animaux qui, en fait, c'est même la plupart des espèces qui sont introduites qui n'atteignent pas des proportions d'envahissement déconsidérées et qui causent des problèmes. Mais c'est intéressant de les étudier, ces espèces-là, pour mieux comprendre le phénomène des invasions biologiques. C'est certain, moi, quand je regardais tout ça, je pensais aussi au cygne tuberculé. Alors, le cygne tuberculé, qui n'est pas une espèce qu'on retrouve pour l'instant au Québec, qui ne niche pas au Québec, mais qui niche en Ontario à seulement peut-être 200, 300 kilomètres en amont du Saint-Laurent. Et donc, qui pourrait éventuellement se retrouver au Québec. Et je ne sais pas, là, spontanément, parce que le cygne tuberculé est introduit, je ne sais pas s'il pose problème, s'il compétitionne avec des espèces d'anatidés qui sont indigènes ou pas. Mais donc, je sais qu'il y a d'autres cas comme ça qui me viennent en tête, là, qui seraient probablement intéressants aussi. Justement, parlons des méconceptions. Une des choses qui m'a fasciné, c'est à quel point parfois il y a peu d'études très concrètes et concluantes sur les effets de ces oiseaux-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on imagine spontanément. Vous parlez des agriculteurs qui disent « Ah, les oiseaux consomment beaucoup ». Puis en fait, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est qu'il n'y a pas souvent d'études très claires qui vont dans le sens de ces idées-là, des nuisances nous, on observe ou qu'on suppose, qu'on impute à ces oiseaux-là. Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que c'est exactement ce que vous attendiez en rédigeant le livre? Ça m'a moyennement surpris. La raison étant que les invasions biologiques ou la surabondance, pour moi, c'est presque l'équivalent, ce sont des phénomènes qui sont spectaculaires. Mm-hmm. Et quand les phénomènes sont spectaculaires, évidemment, on est porté à se fier à ses perceptions, ses propres perceptions, ce qui est normal et humain. Mais moi, j'ai toujours tendance à aller au-delà de la perception. Est-ce que le phénomène est réel ou il n'est uniquement perçu comme tel, alors que dans les faits, c'est peut-être pas si grave que ça. Le cas du dindon est assez remarquable. Les producteurs agricoles voient les dindons sauvages au printemps dans leurs champs et s'imaginent qu'ils sont en train de brouter leurs pousses de soya. Et non, ce sont ceux qui sont en train de manger des insectes parce qu'au printemps, les dindes et les dindonneaux se nourrissent essentiellement d'insectes parce que c'est ce qui est le plus profitable pour leur croissance. Donc, on a la perception qu'il y a un problème dans les champs alors que ce n'est que justement une affaire de perception. L'hiver, ils vont aller dans les champs, mais ils vont se nourrir des grains de maïs résiduels là, qui ont été laissés dans les champs. Oui, ça arrive à l'occasion que les dindes vont picosser les enrobages de fourrage et là, ça peut effectivement constituer un problème. Mais considérant l'ensemble des dindons présents sur le territoire, c'est
c'est un problème relativement marginal. Évidemment, si c'est votre fourrage, là, ça peut vous indisposer, puis on peut le comprendre. Mais c'est pas des oiseaux très destructeurs, bien au contraire. C'est plutôt des oiseaux bénéfiques. Le seul oiseau manifestement problématique, ce sont les oies des neiges. Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'elles vont dans les champs de fourrage au printemps et à l'automne, puis là, elles peuvent faire un broutement un peu plus intensif. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé un moyen de coexister avec ça, c'est-à-dire les producteurs agricoles, lorsqu'ils constatent plus de 10 de pertes au niveau du couvert, ben, ils reçoivent une certaine compensation et de fait, la quasi-totalité de l'argent qui est versé aux producteurs agricoles à cause des animaux nuisibles, ben, c'est à cause des oies des neiges. Ah et oui. non pas à cause des cerfs de Virginie. Ah oui, c'est à peu près 1,8 million de dollars qui est versé en guise de compensation, plus à peu près 300 000 dollars de programme d'effarouchage. Donc, c'est quand même 2,1 millions de dollars chaque année au Québec qui est investi pour minimiser les conflits entre les producteurs agricoles et, pour l'essentiel, à peu près seulement les oies des neiges. Les bernaches, les grues, les dindons ou les cerfs de Virginie, ça contribue très peu au total. Et ça, ce sont les chiffres de la financière agricole. Et qu'est-ce qui vous a incité, par exemple, à ne pas inclure le Loi des neiges? C'est-à-dire que le Loi des neiges, finalement, je sais que c'est les pratiques agricoles, c'est comme l'abondance de nourriture sur la trajectoire de la migration qui a fait, entre autres, exploser les oies des neiges, donc qui a amélioré de beaucoup la survie des individus qui nichent dans le Nord. Alors, pourquoi ne pas avoir mentionné l'oie des neiges comme espèce surabondante? Je sais qu'aussi, la quantité d'oies dans le Nord fait des dommages sur leurs habitats, sur l'habitat de nidification. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu. Oui, l'oie des neiges n'est plus considéré comme un animal surabondant dans l'est de l'Amérique du Nord. Au contraire du centre de l'Amérique du Nord, où là, c'est la petite loi des neiges, où là, elle a même un statut officiel au Canada d'espèce surabondante et les mesures pour réduire l'abondance de ces oies-là sont un peu plus musclées. Alors, si j'avais fait un livre pour le centre de l'Amérique du Nord, j'aurais pris l'oie des neiges. Mais j'aurais pris aussi la bernache. Alors, pourquoi la bernache? Ben, c'est parce que c'est un problème essentiellement urbain. C'est assez étonnant, là, la quantité d'oies. C'est peut-être un peu moins flagrant au Canada, quoique encore, si vous allez à Winnipeg ou à Toronto, vous allez avoir des problèmes d'oies urbaines, mais aussi à Montréal. On en a parlé tout récemment. Mais là, dans ce cas-ci, vous avez des oies résidentes là, qui, Oui. bon, au Canada, au Québec, elles passent rarement l'hiver parce que c'est quand même assez froid, mais elles nichent de plus en plus au sud. Ce n'est pas comparable à ce qu'on va trouver au nord. Mais lorsqu'elles s'installent en ville, une bernache, c'est quand même un gros oiseau, là, et c'est un oiseau relativement agressif lorsque vient le temps de défendre ses oiseaux. Alors, c'est là, ça cause des problèmes, surtout évidemment à cause des fientes qu'elle laisse sur le terrain. Donc, les deux oiseaux ont leur place dans un livre sur les animaux surabondants, mais pour ce qui est de l'oie des neiges, c'est surtout dans la partie centrale du continent. OK. Ben, je me demandais aussi s'il y avait des choses, parce que, bon, vous avez écrit des livres sur les plantes envahissantes. Nous, les ornithologues, on est toujours sur le terrain. Il y a certaines plantes envahissantes dont les ravages nous sont bien connus, que ce soit le nerf brun cathartique dans les forêts ou évidemment dans les milieux humides, l'omniprésence des phragmites. Ça, c'est un problème que nous, on voit parce qu'en plus, ça nous empêche de regarder dans les milieux humides pour trouver des oiseaux. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que, par exemple, l'impact des plantes lorsqu'il est recherché est vraiment manifeste? Est-ce que c'est prouvé par des études scientifiques ou encore là, des fois, on a des méconceptions par rapport à ces plantes-là? L'effet des plantes sur les autres plantes, oui, ça, c'est assez bien documenté. L'effet des plantes envahissantes sur les animaux, ça, c'est pas mal moins certain. Et vous avez mentionné le roseau commun, ça, c'est une plante que je connais très bien et que nous avons nous-mêmes, mon équipe de recherche, il y a quelques années, étudié beaucoup l'effet sur les animaux, les amphibiens, les oiseaux aussi. J'avais une étudiante qui travaillait là-dessus, ainsi que les poissons. Ce qu'il faut savoir, et contrairement à la croyance répandue, c'est que les roselières, ce ne sont pas des déserts biologiques. C'est vrai qu'en termes de diversité végétale, c'est pas terrible. Mais en termes de diversité animale, il y en a des animaux, mais c'est pas toujours exactement les mêmes qui vont coloniser ça, y compris pour les oiseaux. Maintenant, la question, avoir quelques roselières ici et là, c'est tout à fait correct. C'est même plutôt bon, je vous dirais, pour la diversité animale. N'avoir que des roselières sur des centaines d'hectares, là, c'est une autre paire de manches. Mais la solution à ce problème-là, la seule qui est adoptée à l'heure actuelle, et notamment dans les marais ontariens, je pense en particulier à celui de Long Point, c'est la pulvérisation massive d'herbicides. Est-ce qu'on devrait faire cela?
Ben, oui, on peut se débarrasser des roselières, 99%, mais c'est une solution qui va être répétée aussi à l'infini. Parce que c'est ça, vers ça qu'on veut aller. Ben, en Ontario, ils y sont. Au Québec, on n'y est pas encore. Et puis, je pense que c'est tout si bien comme ça, d'ailleurs. Puis en plus, si je me trompe pas, ils utilisent du Roundup, là, le fameux pesticide qui a pas très bonne presse, ou ils utilisent autre chose? Non, c'est le glyphosate n'est pas homologué pour un usage en milieu humide. C'est un autre herbicide qui s'appelle l'imazapine, OK. qui est aussi efficace, mais dont on connaît beaucoup moins bien les effets sur l'environnement et notamment les amphibiens. Enfin, c'est peut-être ma principale critique par rapport à ça, c'est que lorsqu'on met des pesticides dans les marais d'eau douce, contrairement aux marais d'eau salée où il y a beaucoup de roselières le long de la côte atlantique, ben, on sacrifie en quelque sorte une génération d'amphibiens. On peut concevoir que, ben, écoutez, on va le faire une fois, c'est vrai, il va y avoir un sacrifice, mais après ça, l'environnement global va mieux s'emporter. Ça peut se défendre, sauf que ces pesticides-là, malheureusement, on est obligé de les repulvériser à peu près à tous les 10 ans. Ben là, ça devient un peu plus discutable comme mesure. Ah oui, en effet. Est-ce qu'il y a des exemples, bon justement on parle des plantes, mais chez les animaux, chez les oiseaux, est-ce qu'il y a des exemples de réussite où on réussit à contenir finalement les espèces envahissantes? Vous proposez toutes sortes de solutions, là, je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans le livre, c'est très très intéressant. Est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment des cas où on a été capable de mitiger complètement l'impact négatif de certains oiseaux ou de certaines espèces? Ben, venons au début, à la fin du 19e puis au début du 20e siècle, mais ça, c'est pas un exemple à suivre. Tous ces oiseaux-là ont été décimés par une chasse à outrance, par la destruction des colonies, par des pesticides, etc. Personne ne veut évidemment revenir à cette époque pas particulièrement glorieuse. Non, en effet. Pour ce qui est des cas contemporains, ben, dans le cas du dindon, c'est la chasse, bien évidemment, qui permet de régulariser certaines populations, puis aussi de minimiser des conflits, parce que ça arrive parfois et on peut le concevoir. Même chose pour les bernaches, dont les populations sont extrêmement régularisées par la chasse sportive. Pour ce qui est des goélands, là, c'est plus discutable. On va essayer parfois d'éliminer carrément certaines colonies. Là, il peut y avoir beaucoup de conflits avec les riverains, là, et ça peut être un peu plus difficile. Là où j'ai beaucoup plus de difficultés, c'est avec les cormorans. Ah oui. Alors, les cormorans, on estime qu'ils vont décimer des populations de poissons sportifs, qui est très, très controversé. Pas particulièrement convaincu qu'il en est ainsi. Peut-être que pour certaines populations de poissons, on pense à la perche chaude, dont les populations sont dans un état critique, l'ajout du cormoran en abondance peut parfois ralentir le rétablissement des populations. Mais c'est pas le cormoran qui est à l'origine du problème. Le cormoran ne fait peut-être que retarder le retour à des populations plus normales. En Ontario, on autorise la chasse au cormoran à l'automne. Et pourquoi? Ben parce qu'on estime que le cormoran a des effets négatifs sur les populations de poissons. C'est une mesure qui est très controversée, très contestée par les ornithologues ontariens. Pourquoi? Ben parce qu'on abat les cormorans en migration, mais c'est pas eux qui sont à l'origine des problèmes locaux. Ah oui. Eux, ils ne font que passer. Mais même des ardents adeptes de la chasse que je connais sont très inconfortables avec une chasse dont le seul objectif, c'est d'abattre des animaux sans les consommer, ce qui est le cas du cormoran. Oui, parce que c'est ça, ils sont pas mangés, donc ils sont tués pour pour le plaisir, pour la chasse, puis après ils sont, je sais pas, jetés. Ben, ils se ramassent au dépotoir et ça, c'est éminemment discutable. Mais en fait, une des choses que je me suis aperçu en rédigeant cet ouvrage, c'est que la minute où vous avez un animal, peu importe de quel animal il s'agit, la minute où vous avez un animal qui puise dans une ressource qui s'appelle le poisson, là, il y a des conflits. Ah oui. Et ça m'a pris un certain temps avant de le comprendre. J'ai fini par le comprendre, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a 17 millions de chasseurs, mais il y a 52 millions de pêcheurs. Oh, OK, oui. La ressource poisson est beaucoup plus... Et là, je ne parle que des pêcheurs sportifs, je ne parle pas des pêcheurs commerciaux. Donc, la ressource poisson est beaucoup plus convoitée que la ressource animale de chasse conventionnelle, comme le cerf de Virginie, même si c'est un animal abondamment chassé. Donc, tout autre animal qui va venir en compétition avec les pêcheurs sportifs va forcément engendrer des conflits d'usage et les gestionnaires de la faune doivent composer avec cette situation. Mais dans le cas du cormoran aussi, parce que bon, dans tous les cas, on parle de surabondance, donc c'est-à-dire que
il y a une présomption qu'on est à la source du problème. Donc, on doit se dire, ben, écoutez, ces oiseaux-là, s'ils sont trop abondants, c'est en partie à cause des impacts humains. Dans le cas du cormoran, le lien avec les milieux anthropiques n'est pas aussi clair. C'est-à-dire que ce soit les goélands avec les dépotoirs, que ce soit les étourneaux, les dindons, les bernaches avec les milieux agricoles, ou en fait les bernaches, admettons, avec les pelouses, les golfs, donc les endroits où on maintient l'herbe très, très courte, ce qu'elles aiment beaucoup. Dans le cas des cormorans, je n'ai pas l'impression que c'est tellement évident que c'est notre faute s'ils sont si abondants. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous? Ben, si on regarde les récits historiques qu'il faut prendre avec de grosses pincettes, le cormoran était particulièrement abondant, mais surtout dans le milieu côtier. Ah, OK. Là, il y a un débat. Est-ce qu'il y avait beaucoup de cormorans dans les Grands Lacs? Il y a deux écoles de pensée. Il y a une école qui dit non, le cormoran était excessivement rare, pour ne pas dire absent. Puis il y a une autre école de pensée qui dit au contraire, il y en avait des cormorans avant. J'ai plutôt tendance à penser qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais c'est vrai que le cormoran a pris beaucoup d'expansion en termes de nombre de population dans les Grands Lacs ces dernières années parce qu'on l'a protégé. On l'a protégé, on a protégé son habitat, puis on a protégé les colonies. Et là, c'est là que les conflits arrivent. Maintenant, souvent, les gens vont dire, oui, il y a trop de cormorans, puis ça décime la végétation sur des îles, ce qui est un fait inéluctable. C'est tout à fait observable. Oui. Mais en termes de superficie, c'est peut-être 1% de la superficie des îles des Grands Lacs qui sont occupées par des colonies de cormorans. Donc, il faut quand même relativiser ce problème. Et par ailleurs, moi, ce qui me fait quand même un peu sursauter, c'est que on est très prompt à condamner la destruction de la végétation par les cormorans, mais c'est drôle, on n'a pas ce même réflexe pour les hérons, pour les aigrettes, pour les bioraux, qui font souvent des effets tout à fait équivalents. Encore moins pour les chalets, si je peux me permettre de rajouter. C'est ça. Mais ce sont des oiseaux gracieux, alors que le cormoran est plutôt disgracieux là, de nature. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très ému par la vision d'un cormoran, au contraire d'une bernache ou d'une belle aigrette, etc. C'est humain, là, c'est tout à fait compréhensible. Mais moi, comme chercheur, enfin, pour les biologistes, je devrais aller au-delà de cette seule vision d'un animal. Là. On est quand même rendu en 2026. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin là-dessus. Là. Oui, puis on essaie de mobiliser les gens pour sauver le chevalier cuivré ou des espèces comme ça qui sont pas, a priori, très charismatiques. Donc, c'est important de passer par-dessus les perceptions de quoi les animaux ont l'air, évidemment. Je me suis demandé, finalement, peut-être une dernière question. C'est drôle parce que je lisais tout ça, évidemment, les cas d'espèces envahissantes, les dommages environnementaux. Ça a un côté... je me suis demandé si vous trouviez ça déprimant de travailler là-dessus à longueur d'année. Il me semble que c'est quand même lourd. Je regardais toutes ces... Puis il y en a beaucoup, évidemment, on va se le dire. Les cas des oiseaux, alors il y a plein... Je vous conseille vraiment à tout le monde d'aller acheter le livre. Les cas des oiseaux, c'est très documenté, c'est super intéressant. Évidemment, les oiseaux, finalement, c'est quand même pas si pire. C'est-à-dire que dans le livre, il y a des espèces animales qu'on pense à la moule zébrée, des espèces de poissons qui ont fait des dommages épouvantables d'un point de vue environnemental puis qui sont vraiment très, très envahissants. Puis je me suis demandé justement est-ce que c'était déprimant de parler de ça ou est-ce que vous voyez quand même des formes d'espoir dans la lutte qu'on peut faire aux plantes envahissantes, aux animaux envahissants? Bon, moi, je suis plutôt dans la nuance et dans le relativisme. Je trouve parfois qu'on en beurre un peu épais avec les espèces envahissantes. Je ne cherche pas du tout à minimiser les problèmes qu'ils causent. Encore, il y a 2 jours, je me promenais sur le campus de l'Université Laval et il y a toute une rangée de frênes qui vient tout juste d'être coupée parce qu'ils ont tous été décimés par la grille du frêne. Donc, dire qu'il n'y a pas d'impact, c'est faux. La grille du frêne, c'est un impact majeur. Ça, s'il n'y a pas de doute, là. Effectivement. Et en général, plus l'espèce envahissante est petite et même microscopique, dans le cas de certains champignons ou bactéries, plus l'impact est palpable. Par contre, c'est pas toujours des catastrophes. Et tant bien et même s'en serait, qu'est-ce que vous pouvez faire contre la moule zébrée? La réponse, c'est rien. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là-dessus, ou très peu. Une fois que l'espèce est introduite, ben ma foi, il faut apprendre à cohabiter avec ces espèces-là. Et en définitive, je vous dirais que la cohabitation se passe dans bien des cas de façon quand même acceptable, même si on préférerait bien sûr s'en passer. Alors moi, je veux bien qu'on dise c'est bien effrayant.
Et c'est souvent vrai. Pas toujours, mais c'est souvent vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas beaucoup d'exemples sur la planète où on a pu juguler une invasion biologique, ce qui n'est pas une excuse pour ne rien faire. Puis je vais vous donner un exemple très précis, le sanglichon. Le sanglichon, c'est un hybride entre le cochon domestique et le sanglier. Et il y en a des millions maintenant aux États-Unis qui se gambadent dans la nature. Et là, on a craint un certain temps que ces sanglichons-là remontent vers la frontière canadienne et le risque était réel. Il y a eu des mesures qui ont été entreprises et pour le moment, la progression vers le nord, elle est stoppée. C'est trop tard au Texas. Il y en a des millions au Texas. Mais on n'est pas obligé d'en avoir des millions au Québec aussi. Oui. Et il y en a de chaque année des sanglichons ou des sangliers qui s'échappent dans la nature. Et le gouvernement du Québec ou les gestionnaires de la faune vont les traquer, ils vont les éliminer avant qu'ils ne s'installent en demeure. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a des choses, malheureusement, qui est un peu tard pour agir. Alors, est-ce que ça me déprime? Je vous dirais que ça me fascine plus que ça me déprime. Parce que c'est quand même incroyable, ces espèces-là, ce qu'elles arrivent à faire malgré tout l'arsenal dont on dispose pour les éliminer. Je me réjouis pas d'une invasion, mais je suis quand même, je dirais pas admiratif, mais fasciné par la faculté d'adaptation de ces espèces. Oui, ça force une certaine humilité que malgré nos moyens technologiques, financiers, etc., finalement, on puisse être mis en échec par un coléoptère qui mesure même pas 1 centimètre, ou je sais pas combien ça mesure la grille du frêne, mais c'est minuscule. Puis évidemment aussi, la nature qu'on a autour de nous, bon, même si là, on est catastrophé par les impacts qu'on voit aujourd'hui des espèces qui sont introduites aujourd'hui, la nature qu'on a en ce moment, elle a vécu ces cataclysmes-là à de nombreuses reprises dans le passé. Je pensais, par exemple, à la maladie hollandaise de l'orme, des choses comme ça, qui maintenant, dont l'introduction en Amérique du Nord date de plusieurs décennies, même des fois d'un siècle ou deux. Puis donc, on peut imaginer il va rester quelque chose, même si tous les frênes disparaissent, ou enfin, même si la grille du frêne fait des dommages, d'autres arbres vont prendre le relais, puis on ne perdra pas les forêts du Québec en entier. Hein. Vous avez bien raison. Maintenant, il y a des leçons à apprendre qu'on espère. Et un exemple, c'est le scarabée japonais, qui est un insecte qui a été introduit. Et c'est le parallèle entre le scarabée japonais introduit au début du 20e siècle et la grille du frêne introduite à la fin du 20e siècle est assez frappant. Et on n'a pas beaucoup appris du scarabée japonais. On aurait pu appliquer les leçons qu'on a apprises avec cet insecte-là, avec la grille. Et peut-être que les infestations auraient été moins grandes. Maintenant, au final, en bout de ligne, ce qui est important, c'est de choisir les combats. Il y a des combats qui vont valoir la peine d'être menés. Il y en a d'autres, soit parce que les impacts ne sont pas si grands, ou soit parce que les coûts associés à ça sont exorbitants. Comme me le dit un de mes amis, Claude, si on est venu à bout de la morue, on est capable de venir à bout de n'importe quoi. Et il a raison, mais c'était pas nécessairement un exemple à suivre. Il faut commencer. Puis deuxièmement, l'effort qu'on a dû investir pour malheureusement presque réduire à zéro les populations de morues. Les navires n'étaient pas capables d'avancer tellement il y avait de morues. Là. Quand on y pense, c'est quand même maintenant, les populations, malgré des protections des mesures mur à mur, ont toujours pas rebondi. Hein. Non, ne rebondissent pas. Donc, c'est faisable, mais évidemment, il y a des enjeux peut-être plus prioritaires que ça. Mais si on est capable, à tout le moins, de cesser d'introduire à répétition ces espèces-là, ben, ça sera toujours ça de gagner ou de lutter très activement lorsqu'on les découvre. Vous vous rappelez peut-être, parce que vous êtes ornithologue, ça faisait longtemps, j'étais étudiant au baccalauréat, le choucas des tours. Le choucas des tours, c'est une espèce qui ressemble un peu à une corneille, si mes souvenirs sont bons, et on avait aperçu quelques individus dans le port, si mes souvenirs sont bons, dans le port de Sept-Îles. Ah oui, je savais pas ça du tout, j'ai jamais entendu cette histoire-là, ça m'intéresse beaucoup. Ben, le choucas, c'est une espèce européenne, c'est une espèce très commune d'ailleurs dans les villes d'Europe, oui. Et là, il y a eu un débat parce que certains gestionnaires de la faune estimaient que cet oiseau-là avait traversé l'Atlantique sur un bateau, ce qui était plausible. Il s'était perché, puis il avait fait le voyage, etc. D'autres estimaient que c'était une introduction tout à fait naturelle et spontanée. Et là, les gestionnaires de la faune, du Service canadien de la faune notamment, étaient inquiets
parce que c'est peut-être une espèce envahissante en perspective et le chouka a été éliminé. Et là, ça fait débat, etc. Bon, est-ce que c'était la bonne décision? On ne le saura jamais, puisqu'on ne sait pas ce qui serait devenu si on n'avait pas éliminé les choukas. Mais voici le genre de choses qu'on peut faire au tout début d'une invasion. Si on avait laissé les choses aller, ben, ça aurait peut-être été une addition à notre avifaune, une addition heureuse ou malheureuse. On ne le saura jamais. Mais si on a à intervenir, c'est au début. Pas après plusieurs décennies, bien sûr. Oui, puis bon, c'est exactement lorsque les espèces, par exemple, comme le moineau domestique, sont essentiellement abondantes en milieu urbain, les moineaux, en quelque sorte, on n'est pas vraiment sûr qu'une autre espèce indigène d'Amérique du Nord utiliserait cette niche écologique-là. Par exemple, les moineaux qu'on voit au centre-ville de Montréal, là, où il y a des grands buildings, puis qui sont capables de s'accommoder d'un arbuste avec une pelouse minuscule, puis de prospérer là, ben, je suis pas certain que si les moineaux étaient éliminés du jour au lendemain, on aurait une espèce indigène qui viendrait utiliser cet espace-là. Donc, c'est toujours aussi la question à se poser. Bien, écoutez, M. Lavoie, un grand merci. C'était vraiment très intéressant. Je ne peux pas trop recommander votre livre. Évidemment, je vous avouerai que pour l'instant, pour préparer l'entrevue, j'ai triché. J'ai lu seulement la partie sur les oiseaux. Mais c'est certain que je vais lire le reste avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment très, très intéressant. Puis pour les amateurs d'oiseaux, en tout cas, on en apprend énormément sur les dommages qui sont avéré ou pas. On en apprend sur l'historique des populations de ces oiseaux-là, que les perceptions, le changement de perception au fil des années. Donc, vraiment, c'est très bien écrit aussi. C'est vraiment intéressant. Je recommande votre livre. Vous êtes bien aimable. Puis oui, il y a d'autres espèces, effectivement, qu'on côtoie régulièrement. Le cerf de Virginie, pour commencer. L'espèce surabondante par excellence. Donc, il y a beaucoup à dire sur cet animal, comme les autres qui sont abordés dans ce livre. Le cerf de Virginie aussi, qui, disons, les médias se sont penchés abondamment sur ce cas-là, avec tout ce qui s'est passé à Longueuil. Puis nous aussi, les ornithologues, évidemment, l'abondance des cerfs dans certains milieux, on la constate, on la voit immédiatement lorsqu'on sort sur le terrain. Fait que oui, si vous voulez en apprendre plus sur le cerf de Virginie, ben, allez lire le livre de M. Lavoie. Et merci beaucoup, M. Lavoie. Au plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes en pleine saison du Grand Défi, une levée de fonds de laquelle nous avons parlé à quelques reprises dans les saisons passées. Le Grand Défi Québec Oiseaux a pour objectif de sensibiliser la population à la protection des oiseaux du Québec et de recueillir des fonds pour des projets de conservation. L'événement prend la forme d'un marathon de 24 heures d'ornithologie durant lequel les participants doivent observer le plus grand nombre possible d'espèces d'oiseaux depuis un point fixe ou en déplacement durant n'importe quel jour du mois de mai. Vous pouvez contribuer, faire un don. Et pour faire un don, il y a 3 façons différentes pour soutenir le Grand Défi Québec Oiseaux. Que ce soit en encourageant un participant, en faisant un don général au Grand Défi ou en vous procurant un T-shirt du Grand Défi. Un tout nouveau modèle s'ajoute aux 3 déjà offerts. Retrouvez-les tous sur la boutique de Québec Oiseaux et vous trouverez d'ailleurs toute l'information nécessaire pour contribuer au Grand Défi sur le site internet de Québec Oiseaux. Pour tous ceux qui seront jumelles à la main en train de faire le défi dans les jours à venir, bonnes observations et pour tous les autres, bon mois de mai et profitez bien des nombreux oiseaux.